Sur Internet, on voit souvent des influenceurs qui veulent enseigner, venir expliquer qu'il existerait une dichotomie entre d'un côté le français des livres et de l'autre le vrai français. C'est très bon pour le marketing, mais au niveau pédagogique, c'est à peu près totalement stupide. Je suis Michel, ton professeur, et aujourd'hui dans cet épisode de Dans la salle du prof, on va un peu démystifier tout cela et faire la différence entre ceux qui font des trucs sans réfléchir et ceux qui enseignent. Avant de s'attaquer au fond, parlons un peu de la rhétorique du vrai français, parlé par les vrais gens. La logique est vraiment celle de « je t'offre la vérité » alors que les méchants profs des méchants livres te cachent des choses. En général, on voit souvent cette rhétorique dans d'autres milieux, moins souvent chez des gens qui se prétendent enseignants. Et cela aurait le mérite d'être cohérent si les 10 influenceurs ne prenaient pas aussi plaisir à partager des mots assez soutenus, appartenant plutôt au français des livres, et pas vraiment au vrai français. Outre le côté marketing, cette rhétorique oublie volontairement les contraintes dans lesquelles évoluent les livres et les enseignants de FLE. D'abord, un manuel de FLE doit être plutôt concis, ce qui implique que certaines thématiques ne peuvent pas être abordées ou doivent être raccourcies faute de temps et d'espace. Ou alors, on accepte que les manuels fassent 500 pages et les cours A1 200 heures. Idem, un manuel de FLE doit pouvoir s'adresser à un public le plus large possible. Pour les adultes, cela veut dire s'adresser autant à un jeune de 20 ans qu'à un retraité qui va surtout parler français avec d'autres retraités. Mais parce que ces personnes ont des attentes trop différentes, un manuel de FLE ne peut pas toutes les satisfaire. Dans cette situation, il est rationnel que le manuel privilégie d'abord le vocabulaire standard et ne laisse qu'une petite place au vocabulaire oral ou familier. Qui plus est, présenter une grande masse de vocabulaire selon les différentes situations peut être très intimidant pour des étudiants débutants. Donc se limiter au vocabulaire standard est un choix discutable, mais qui se fait dans l'intérêt des élèves, pas une méchanceté pour limiter leur capacité à exprimer leurs opinions. Par ailleurs, en plus des expressions régionales, le vocabulaire familier des vrais gens évolue extrêmement vite, notamment chez les ados et les jeunes. Or, un manuel de FLE est conçu pour pouvoir durer un certain temps, au moins quelques années. Dans ce contexte, il est impossible pour un manuel de coller au plus près du vrai français des vrais gens. Donc, exiger de lui qu'il fasse quelque chose d'impossible, c'est quand même un peu malhonnête. Enfin, il ne faut pas oublier qu'un manuel de FLE est avant tout un produit destiné à l'exportation. Donc, il doit pouvoir s'adapter à différents contextes culturels et sociaux. Or, dans certains pays, il va être difficile de parler de relations LGBT, de familles recomposées, de démocratie ou de religion. Et aborder certaines thématiques dans une classe multiculturelle peut aboutir à des disputes, ce qui nuit à l'apprentissage des étudiants. Sans oublier les politiques de quelques écoles ou les contraintes de temps. Récemment, je parlais avec des collègues qui enseignent à des ados et des adultes à Taïwan, et je leur disais que j'ai déjà utilisé mes réseaux sociaux pour enseigner du vocabulaire de la sexualité, des insultes ou des mots d'argot. Et là, certains m'ont dit qu'ils ne pourraient jamais faire ça dans leurs écoles, car ils auraient des problèmes avec les parents d'élèves ou leur direction. Forcément, toutes ces contraintes influencent le contenu des cours, surtout si le nombre de cours est limité. Donc, pour résumer, les manuels et les enseignants de FLE évoluent dans des environnements contraints pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Dans ces circonstances, les enseignants et les concepteurs de manuels font leur possible pour proposer le vocabulaire le plus adapté au niveau donné et permettant aux apprenants de pouvoir se débrouiller dans le plus de situations possibles. Mais en plus de ces contraintes, il existe d'autres bonnes raisons de ne pas cataloguer le français standard comme forcément mauvais. Tu parles bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Pendant longtemps, à Taïwan, parler la langue taïwanaise était considéré comme un marqueur d'un statut social plutôt bas. Dans les films et les séries, c'était l'apanage des gangsters, des ouvriers et des classes populaires en général. L'élite se distinguait en mettant un point d'honneur à parler la belle langue chinoise, signe d'appartenance à un monde civilisé. En France, le journaliste politique Jean-Michel Apathy a dû faire face à pas mal de critiques sur son accent du sud-ouest parce que cela semblait manquer de sérieux. Par conséquent, ta façon de parler représente qui tu es et à quel niveau de la société tu appartiens. À chaque statut social et à chaque interaction est attaché un type de vocabulaire, de grammaire et même de prononciation plus ou moins acceptable. Et déroger à cette règle peut être très mal vu.
Par exemple, quand Emmanuel Macron a déclaré pendant le Covid qu'il voulait emmerder les non-vaccinés, cela a créé une grande polémique, certains laissant entendre qu'une telle phrase le rendait indigne de la fonction présidentielle. Et je pense que si on entendait M. Leitchinde prononcer une phrase comme celle-là à la télévision, certaines personnes s'interrogeraient peut-être sur sa capacité à être président. À un niveau personnel, quand tu rencontres des inconnus, ils vont analyser ton niveau de langue et en déduire des choses sur ta personnalité. Leurs déductions seront peut-être fausses, mais c'est ce que ton expression orale ou écrite laisseront voir de toi. C'est encore plus vrai dans des contextes formels, comme une première rencontre avec des beaux-parents ou un entretien d'embauche. Donc, à la question « ça va ?», ne pouvoir répondre que « ah putain, je suis claqué » n'est pas vraiment une bonne idée. Et c'est la même chose dans une situation informelle. Par exemple, si on te dit « hey, on va bouffer un McDo, tu viens ?» et que tu réponds « oui, allons nous sustenter des victuailles du sieur McDonald ». Tes interlocuteurs vont être un petit peu surpris. De manière générale, utiliser un registre de langue trop différent pourra donner l'impression que tu fais partie d'un monde différent et donc que ton interlocuteur et toi n'êtes pas vraiment faits pour vous entendre. Par conséquent, se concentrer en tant qu'étudiant sur un seul type de vocabulaire, c'est s'empêcher de parler à tout le monde. En tant que professeur, n'enseigner qu'un type de vocabulaire parce que c'est le vrai français parlé par les vrais gens, c'est emprisonner les étudiants dans des interactions avec un certain type de personnes et rendre leur vie en France plus difficile. À mon avis, en tant qu'enseignant, il est important d'aider les étudiants à savoir s'adapter aux différentes situations qu'ils rencontreront. Car dans leur vie quotidienne, les étudiants auront autant à faire face à des situations standards, formelles ou informelles. Idéalement, un étudiant doit donc posséder plusieurs vocabulaires, un adapté aux situations formelles et un pour les situations informelles. Si un professeur n'a assez de temps que pour enseigner un seul type de vocabulaire, il est assez logique qu'il choisisse d'enseigner un vocabulaire plus standard parce que ce type de vocabulaire va permettre à l'étudiant de faire face à plus de situations différentes. S'il reste un peu de temps ou que les étudiants en font la demande, il est tout à fait possible de partager du vocabulaire plus familier. Je l'ai déjà fait dans mes cours. C'est un bonus intéressant, mais cela ne doit pas représenter l'alpha et l'oméga de l'enseignement. Donc il est plus intelligent d'apprendre d'abord une phrase standard comme « c'est très drôle » et ensuite d'aller chercher des expressions comme MDR ou PTDR. En entendant ce que je viens de dire, certains penseront peut-être que je fais moi aussi partie de ces profs ennuyeux qui ne font que suivre le manuel servilement. L'ensemble du travail effectué sur cette chaîne démontre que ce n'est pas vrai. De manière générale, le manuel est pour moi d'abord un fil conducteur proposant certains documents ou certains audios. J'y prends des ressources intéressantes, jette celles qui me paraissent inutiles et ajoute du vocabulaire ou un point de grammaire quand c'est pertinent. Bref, il s'agit de comprendre la logique qui sous-tend le manuel et ses limites, puis de s'y adapter. Au final, les influenceurs qui produisent ce genre de contenu ne sont peut-être pas des mauvaises personnes. C'est juste dommage qu'ils aient le QI pédagogique d'une huître. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura appris à te méfier des influenceurs qui veulent partager du français, mais ne font que démontrer leur manque de réflexion pédagogique. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à venir mettre un j'aime et à partager avec tes amis. À bientôt pour une nouvelle vidéo. En copie à corriger, 2-3 Prozac, 8 cafés. Mais je l'entends quand même dire d'en bas, je compte même pas la sécurité de l'emploi.